Avec l'ancien président du Mouvement pour la France. Il a quitté la vie politique il y a 6 ans, mais souvenez-vous, il y a 20 ans, Philippe de Villiers se préparait à sa toute première élection présidentielle. Va-t-il retenter l'expérience en 2017? Regardez d'abord cette archive. Dans les vestiaires, Philippe de Villiers est gaucher. Et sur le terrain, Monsieur le Vicomte a une bonne droite. Depuis ce soir, Philippe le Joli de Villiers de Saint-Ignon ne s'appartient plus. Il s'offre à la République. Mais c'est en 92 qu'il décolle, aux côtés de Philippe Seguin et de Charles Pasqua. Depuis, c'est à l'assaut du Front National qu'il part, dans l'espoir d'autres béatifications. Pourquoi pas l'Élysée? Bonsoir, Philippe de Villiers. Bonsoir. Alors, vous avez publié « Le moment est venu de dire ce que j'ai vu » chez Albin Michel, un livre dans lequel on sent comme un petit goût de revenez-y. Est-ce que vous y retournerez en 2017? Non, c'est pas un goût de revenez-y, c'est une mise en perspective. J'ai écrit ce livre en fait parce que un jour, je parlais sur la plaine de Tambov en Russie avec Alexandre Solzhenitsyn, qui était devenu un ami. Et il me dit, vous devriez écrire un samizdat, c'est-à-dire une analyse critique du totalitarisme. Et là, il a eu ce mot sur lequel j'ai beaucoup médité ensuite. Les dissidents sont encore à l'Est, ils vont passer à l'Ouest. Et j'ai voulu, à travers ce livre, et à travers mes souvenirs, mes rencontres, mes combats, expliquer quel était le fil rouge, comment on avait abattu les murs porteurs. Est-ce que, pour autant, il se dit que vous avez envie d'y retourner? Non, attendez, je vais vous dire ce qu'est ma vie aujourd'hui. Ouais. Je suis revenu à mes premières amours sur le Puy du Fou. Absolument. C'est une œuvre, une aventure, une entreprise mondialement connue et reconnue. Et donc, j'ai pas envie de faire de la politique. J'ai été un homme politique. Terminé. Attendez, j'ai été un homme politique. Je ne le suis plus. Depuis 6 ans. Donc ma parole est libre, c'est pour ça que le livre a un certain succès. Pardon, Éric Zemmour, c'est le Zemmour du pauvre. Non, non, c'est très bien, c'est formidable votre livre. Mais j'ai pas envie de revenir en politique. Quand je vois ce cloaque et surtout cette confusion en ce moment, j'ai pas envie. En plus, si vous voulez, la politique aujourd'hui, quand j'ai commencé la politique, il y avait encore le pouvoir. C'était la fin de Pompidou, il y avait l'auctoritas, la potestas. Aujourd'hui, le pouvoir n'a plus le pouvoir, la potestas est partie à Bruxelles, un bout à Berlin, un bout à Washington, et l'auctoritas est chez Ruquier. Vous voyez? Nicolas Sarkozy, par exemple, il va au match rejoindre son ami le prince qatari. Absolument. Et pendant ce temps-là, il y a Bulgarie, la dernière page de tous les grands magazines avec sa femme. Vous voyez? Donc ça, c'est un truc que je ne sais pas faire, le showbiz. Alors, le Puy du Fou, c'est pas le showbiz, on reçoit beaucoup d'artistes, etc. C'est une autre chose. Mais la politique showbiz, c'est voilà, en faisant croire aux Français qu'on a le pouvoir de régler leurs problèmes, alors qu'on sait très bien qu'on ne les réglera pas. Vous voyez, quand un type est à la fois cul-de-jatte et manchot, faut pas faire croire qu'il va gagner la médaille olympique. Très bien. J'insiste une dernière fois parce qu'on pouvait lire dans Le Monde de cette semaine que Patrick Buisson vous poussait à vous présenter. Est-ce que c'est vrai? Patrick Buisson est un ami de longue date et c'est aussi un brillant analyste. Et donc je l'écoute et à aucun moment il m'a demandé de me présenter. Il dit simplement, voilà, on souffre pour la France, il a le droit de souffrir comme beaucoup d'autres. On aura bientôt les bandes pour vérifier ça, monsieur de Villiers. De toute façon, oui. C'est ça l'avantage avec Buisson. Bah, écoutez, non, mais c'est pas gentil ce que vous dites, parce qu'on ne sait rien sur ce qui s'est passé en réalité. Non, vous savez rien. Il n'a pas fait plus que Attali, qui a ensuite produit des bouquins, il notait tout, etc. Bon, quel que soit le mode de repérage de ce qui est dit par Mitterrand ou par Sarkozy. Vous devriez demander à Nicolas Sarkozy son avis sur la question. Et donc, en fait, quand j'ai lu, moi, le verbatim entièrement parce que j'étais concerné, j'étais secrétaire d'État à la culture à ce moment-là, de Attali, je me suis dit, il a tout noté, c'est incroyable. Bon, voilà, c'est un procédé de conseiller. Quand on a affaire à des gens comme Sarkozy, l'éloquence est tellement rapide et précipitée qu'il faut tout noter, y compris les contradictions. Est-ce que, pour autant, dans cet article, on pouvait lire « Il me dit, tu y vas, après je sors mon bouquin et je le tue ».
C'est vraiment ce que vous Ça, avez c'est pas vrai. en parlant de Ça, Nicolas c'est une journaliste Sarkozy. qui s'appelle Ariane Chemin, Absolument. qui me poursuit de sa Brillante journaliste. Oui. Elle nous poursuit tous. Elle me poursuit. J'ai cru au début que c'était pas dans un souci de séduction. Ah, d'accord. Et dans le fond, Ce qui, de non. la part du monde m'étonnait, mais après tout est possible. L'attirance des contraires. Oui, pourquoi pas. Et puis pas du tout. Elle vous répondra elle peut-être. remet ça et au lieu de m'appeler, elle ramasse Donc c'est faux. la rumeur derrière moi dans les restaurants où je peux passer. Donc c'est faux. Donc c'est faux. Très bien. Alors nous sommes allés à la rencontre des députés, Monsieur De Villiers, dans la salle des 4 colonnes. Et figurez-vous qu'ils parlent aussi de vous. C'est tout de suite dans les colonnades préparées par Thibaut Vitré et Amandine Collongette. Pour vous, les crèches de Noël, c'est? Pour moi, c'est notre tradition. Tradition? Une tradition. C'est pas un problème. Sous le sapin, et exclusivement sous le sapin de ceux qui veulent en mettre une. C'est la magie enfantine. Et ne pas confondre le culturel avec le cultuel. 2016 sera meilleur parce que... J'en doute. Les Français se seront réveillés parce qu'on préparera la victoire de 2017 pour les Républicains. Si on y travaille. Je ne sais pas si 2016 sera meilleur, je ne crois pas. Parce qu'on y croit. Plus de cohésion sociale et plus de citoyenneté. Voilà mes vœux pour 2016. Et qu'à l'Euro 2016 Le Pen présidente en 2017, c'est... Une horreur. C'est pas possible. Il faut prendre ça très au sérieux. Un mauvais choix. C'est insupportable. Un cauchemar que je ne veux pas envisager. Présidente de quoi? Présidente du Front National? Et c'est mes enfants et mes petits-enfants qui ont beaucoup de soucis à se faire. Et Philippe De Villiers, président en 2017, c'est... Très improbable. C'est pas souhaitable pour la France. Voilà, j'aime trop mon pays. Un cauchemar. C'est impossible parce qu'il n'aura jamais les 500 signatures. Ça fait un petit peu retour des vieux chevaux, même s'il est encore assez jeune. Bonne chance à lui. Philippe De Villiers, président, c'est... Le rêve de Buisson. Improbable. C'est quoi? C'est pas une question. C'est impossible. C'est même pas une question. On peut rien exclure en politique. Rien. Surtout en ce moment. Bien sûr. Mais je vais vous dire, pour aller au fond des choses, je ne vais pas vous faire une réponse à la Cambadélis. Ah. Elles étaient Vous avez pourtant très pris un bien, cours, quand même, les tout à réponses l'heure. de... Oui, excellent. Jean-Christophe Cambadélis. L'agilité. Absolument. Oui, oui. Agile, sympathique. Non, moi je souffre, voilà, comme beaucoup de Français. Un jour j'ai dit ça, Canal+ a dit c'est foutu de ma gueule, etc. Mais vraiment, C'était dans le Petit Journal, souffre parce que, absolument. en fait, si j'ai écrit ce livre, c'est parce que je suis comme beaucoup de mes lecteurs qui voient la France qui est peut-être en train de mourir, submergée de l'extérieur, effondrée de l'intérieur, qui perd à la fois sa souveraineté et son identité. Solzhenitsyn m'avait dit les pays de l'Est qui sont sous la botte soviétique s'en tireront parce qu'ils ont perdu leur souveraineté, la souveraineté limitée de Brejnev, mais ils ont gardé leur identité. Or, vous êtes en train de perdre les deux. Alors donc, oui, je souffre de voir la France dans cet état-là. Je vois la confusion, y compris dimanche soir, donc ça m'intéresse, je lis les journaux, je regarde. Mais je pense qu'aujourd'hui, le pays n'est pas prêt, pas encore prêt, tant qu'il est dans le fameux carcan du triangle infernal, Washington, Berlin, Bruxelles. Il n'est pas encore prêt. Il le sera un jour. Sans doute faudra-t-il souffrir un peu plus. Dans l'instant, je pense que la métapolitique a plus d'influence que la politique. C'est-à-dire, ce qui est tout à fait inouï quand c'est un homme de droite qui dit ça par rapport à ce qui pouvait se passer il y a 30 ans. Je pense qu'aujourd'hui, Léon Frey, Zemmour, Finkielkraut, qui connaissent des succès littéraires, ont un écho dans le peuple français. Moi, mon livre, il se vend dans les bistrots. Alors justement. C'est incroyable. Et donc vous voyez, la métapolitique est à la politique ce que la métaphysique est à la physique, c'est-à-dire on remonte aux causes. Et les gens, ils ont une telle soif d'explication sur la situation de notre pays aujourd'hui, une telle soif, une telle demande des clés de compréhension, que on est plus utile au pays en écrivant des livres comme celui-là, et peut-être le tome 2, le moment est venu de les juger. Très bien. Que en allant dans l'arène soi-même
pour ajouter à la confusion. Alors justement, ce livre, on va en parler maintenant. La synthèse d'une question, c'est tout de suite dans l'apostrophe de Nolo. Oui, j'ai lu votre livre, donc un livre très bien écrit. Hein, autant vous en faire crédit tout de suite, c'est pas toutes les semaines, donc je le souligne. Alors un titre cependant au titre un peu long, un livre au titre un peu long, c'est l'ancien éditeur qui vous parle. Moi j'aurais vu quelque chose de plus court, de plus percutant, genre Le suicide français par exemple, mais malheureusement le titre était pris, mais ça aurait été assez bien convenu. Il y a un salopard. Et pourtant les propos se recoupent souvent, donc ça aurait marché, je pense. Un livre de retraité provisoire ou pas, on le verra, de la politique. Vous êtes devenu un guetteur d'apocalypse, le livre d'un monsieur météo-métaphysique qui annonce les mauvais temps sur la France, je vous cite. Tout craque, l'horizon se charge, les nuages s'épaississent. Alors évidemment, à qui la faute ? Comment en est-on arrivé là? C'est une question très à la mode en ce moment. Alors il faut reconnaître que vous ratissez large. La liste des coupables s'allonge au fil de vos brefs chapitres. Sont successivement désignés Chirac, un Bonaparte de comice, l'ENA, École nationale d'arrogance, Valéry Giscard d'Estaing, cet homme qui ne savait pas que l'histoire est tragique, le chagrin et la pitié de Marcelo Fulls, l'arrêt Bosman, mai 68, l'agriculture intensive, l'Europe, les grandes surfaces, SOS racisme, le traité de Maastricht évidemment, Jean-Paul Goude et son défilé du centenaire de la Révolution française, les colonnes de Buren, le FMI, l'OMC, la loi sur l'IVG, etc., 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 etc. Alors fort heureusement, du moins selon votre vision, quelques dissidents de l'Ouest, comme il y eut des dissidents à l'Est, ceux qu'après Solzhenitsyn vous nommez des petites lucioles dans la nuit, se sont mobilisés et vont sauver l'âme de la France et même du monde, tant qu'on y est, sous le regard bienveillant de votre idole, Vladimir Poutine, la rédemption par le KGB, il fallait y penser. Moi je trouve que c'est un drôle d'évangile, mais vous alternez les registres, humour, gravité, lyrisme, avant de tomber vers la fin du livre, je vais être très franc avec vous, dans ce que je nomme l'ignoble, quand vous abordez, et vous l'abordez longuement, le thème de l'islam. Je trouve ignoble que vous expliquiez que les musulmans qui ne posent pas problème à la République pratiquent en réalité la taqiyya, c'est-à-dire la dissimulation recommandée par le Coran, c'est-à-dire que tant que la situation n'est pas favorable à prendre le pouvoir, on fait semblant de jouer le jeu et de jouer le jeu de la République. C'est-à-dire que si on suit votre raisonnement jusqu'au bout, tout Français musulman serait donc un agent dormant de l'islamisme, un conspirateur, confit en fourberie. Mais vous ne vous arrêtez pas là, hélas. Je dis que c'est également ignoble ce que vous écrivez quand vous dites qu'il y aurait 15% de musulmans dans l'armée française et que vous ajoutez demain 50%, point d'interrogation, y a-t-on réfléchi? Moi je voudrais simplement vous rappeler quelques faits. Il y a des millions de Français musulmans qui risquent en ce moment leur vie sous l'uniforme français pour défendre le pays à l'intérieur et à l'extérieur des frontières. C'était des Français, des soldats français musulmans qui ont été chronologiquement les premières victimes de Mohamed Merah. C'est un policier français musulman qui a été abattu comme un chien sur le trottoir devant Charlie. Mais vous persistez à ne voir en eux que des traîtres en puissance. Et j'ajoute même quelque chose, c'est qu'en ces temps d'urgence, jeter ainsi le soupçon ou le discrédit sur notre armée nationale, je trouve ça, surtout venant de vous, d'un patriotisme assez douteux. Je m'en tiens là pour le moment parce qu'après on pourra entrer dans vos comptabilités extrêmement étranges entre le nombre d'avortements, c'est-à-dire l'enfant qui ne naissent pas, et le nombre d'immigrés qui rentrent en France. Mais laissons cette comptabilité pour plus tard. Sur l'islam, écoutez, les bras m'en tombent, et pourtant je suis habitué avec Zemmour à entendre des choses choquantes. Mais là, vous avez dépassé pour moi toutes les limites. Je peux vous répondre? Mais je vous en prie. Je crois que vous n'avez pas saisi ce que j'ai voulu dire. Je crains que si. Ou alors que je me suis mal exprimé. D'abord, je raconte comment Hassan II m'a dit « Vous aurez beaucoup de mal avec des Marocains à faire des Français, parce qu'il y a l'Ouma. » Et que dans mon esprit, à moi, le commandant des croyants, un Marocain musulman est d'abord Marocain musulman avant d'être Français. Donc l'intégration est plus difficile, me dit-il, avec des Marocains musulmans qu'avec des Polonais et des Hongrois ou des Espagnols ou des Portugais qui viennent de la même civilisation. Ensuite, j'ai rencontré au Parlement européen un homme qui m'a beaucoup marqué et qui m'a dit, alors qu'il avait une fatwa sur lui parce qu'il s'est converti au christianisme, il était musulman égyptien, il est devenu italien et il a été baptisé par le pape Benoît XVI en 2008. Et il m'a dit, vous savez, fatwa, donc il est condamné à mort. Il vit avec 4 carabiniers jour et nuit. Et il me dit,
l'islam est une religion de conquête. C'est ça que vous n'avez pas compris. Le Coran est clair. L'islam est une religion de conquête, c'est le djihad. Vous êtes dans le Dar el-Harb, la maison de la guerre, et l'islam en paix, c'est le Dar el-Islam, la maison de la paix. Et enfin, je raconte ma rencontre avec Tariq Ramadan. C'est lui qui me parle de la taqiyya. Donc depuis, je me suis documenté, je ne savais pas ce que ça voulait dire. La taqiyya, c'est l'idée, il faut que vous l'entendiez, et que les téléspectateurs l'entendent, même si ça ne vous fait pas plaisir, c'est l'idée que quand on est minoritaire, on se tapit dans l'ombre, on pratique les lois du pays, les modes de vie du pays, mais quand un jour ou l'autre, on peut être en situation de contre-attaquer, alors il ne faut pas hésiter. Mais j'ajoute ceci, c'est pas possible. Je vais à l'essentiel maintenant. Naturellement, les musulmans ne sont pas tous des islamistes. Naturellement. En puissance, vous dites si. Attendez, non, écoutez, non, je ne dis pas. Mais monsieur De Villiers, ne nous faites pas le coup de l'invité qui n'assume pas ce qu'il a écrit. Ayez le courage de vos opinions. Je dis et je répète ce que je dis dans mon livre. Les musulmans ne sont pas tous des islamistes, mais tous les islamistes sont des musulmans. C'est-à-dire qu'on a commis une erreur fondamentale d'importer chez nous une autre nation qui est l'Oumma dans nos banlieues et qu'on en voit le résultat aujourd'hui avec le Bataclan. Donc vous ne pouvez pas me dire, après les attentats du 13 novembre, Monsieur Nolot, vous ne pouvez pas me dire que c'est ignoble ce que je dis, parce que ce que je dis... Je vous le dis et je vous le répète. Attendez, je répète qu'il est ignoble de jeter le soupçon sur tous les musulmans sans distinction. De dire que ce n'est pas seulement Tariq Ramadan, mais tous les musulmans qui vivent sous le règne de la taqiyya, qui n'attendent qu'un moment pour se retourner contre la France. Le discrédit que vous jetez sur des gens qui portent l'uniforme français, qui risquent leur vie, ce qui n'est pas votre cas, ce qui n'est pas le mien, écoutez, je trouve ça, venant d'un homme qui prône le patriotisme, qui se réclame de Solzhenitsyn et d'un patriotisme, je trouve ça incroyable. Et quand je dis que c'est ignoble, croyez-moi que le mot est fait par rapport à ce que je pense vraiment de votre livre. D'accord. Alors, donc, moi je pense qu'il est plus difficile pour des musulmans d'embrasser la France que pour des gens qui viennent des chrétientés charnelles. Voilà. Je le pense. Donc si vous aviez écrit ça, on n'aurait pas un débat aussi vif. Mais c'est pas ça que vous avez écrit. Mais bien sûr que si. Et je dis dans mon livre, dans plusieurs chapitres, que si la France n'avait pas abandonné les hussards noirs de la République, si la France avait gardé le roman national, si on proposait les contes de Perrault, petits, jeunes, de banlieue, y compris les petits musulmans, alors peut-être, si on leur proposait Jeanne d'Arc, si on leur proposait du Quéclin, alors peut-être qu'on aurait plus de facilité à assimiler vous débarrassez les Français à l'oral de ce que vous avez écrit, les aspects les plus sulfureux de ce que vous avez écrit. Ce que vous nous dites, ce n'est pas le livre. La fin de votre livre appelle à la guerre civile, appelle tous les... Non mais si, quand vous dites tous les musulmans sont des traîtres en puissance, la guerre civile, c'est moi, c'est pas les islamistes. Ah oui, c'est extraordinaire ce que vous dites là. Comment ça ? Attendez, vous êtes en train d'essayer de me culpabiliser parce que je dis que l'islam est une religion de conquête. Non, vous riez ou pas? Je ne cherche pas à vous culpabiliser. Je vous dis simplement. Vous n'avez jamais lu le Coran, monsieur Nolot? Si, je l'ai lu le Coran, j'ai même été très ami avec le traducteur du Coran. Vous ne m'aurez pas sur ce terrain-là. Je vous dis simplement que le fait de dire que tous les musulmans, on ne parle pas d'islamisme, tous les musulmans en tant que tels sont de... Mais si, mais je vais vous sortir les citations, quand vous voulez, quand vous voulez. On m'a fait le même coup, les notes sont là. On m'a fait le même coup. Les notes sont là. Je connais par cœur cette discussion. Je vais te répondre très simplement. C'est à monsieur De Villiers que je m'adresse. Mais moi je t'aurais, mais j'ai bien compris, mais c'est la même chose puisque moi je suis d'accord avec Villiers là-dessus. En tout cas, ce qu'il a écrit. Moi je vais te dire, Boualem Sansal, qui s'appelle pas Philippe de Villiers, qui s'appelle Boualem Sansal, dit lui-même, 2 points, ouvrez les guillemets, parce que maintenant il faut signaler les guillemets. Il dit, tout un islamiste est un musulman impatient. Fermez les guillemets. Deuxièmement, je lui répondrai s'il était en face. C'est monsieur De Villiers. C'est Boualem Sansal qui écrit ça. Deuxièmement, il y a un proverbe arabe qui dit, embrasse la main que tu ne peux pas couper. Voilà. Ça, c'est dans la culture arabo-musulmane depuis 1000 ans. 50 citations extraites de toutes les non, c'est une culture. Il faut assumer les cultures. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être brillante. Mais c'est pas ridicule du tout. Et troisièmement, pour l'armée... Je pense aux soldats musulmans Justement, tu n'es multiples problèmes dans l'armée française. Mais ne te cache pas derrière l'armée, parce qu'il y a de multiples problèmes, et un jour, tu seras ridicule, parce que là, tu t'apercevras qu'il y a beaucoup plus de problèmes qu'on ne veut le dire.
Alors on peut, on peut faire dévier le débat. Attendez, non, mais on a un autre débat. Attendez, monsieur Nolot, je fais un petit rappel historique. J'ai écrit un livre qui s'appelle Les mosquées de Roissy. Dans ce livre... oui, vous en parlez. Oui, dans ce livre, j'explique qu'il y a des tapis de prière, il y a 27 mosquées sous le tarmac, il y a des fiches S, il y en a au moins 100. Personne ne nie ça. Il y a un recrutement... Si, il y a 10 ans, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Et j'ajoute une chose qui vous aurait beaucoup choqué, je dis, il y a un recrutement exclusif du 93, c'est-à-dire qu'on ne recrute pour les sociétés de sécurité, Cervère, les repas, etc., que des gens du 93. Bon. Donc il y a un vrai risque. La presse m'a ri au nez. Je pense que si vous m'aviez reçu à ce moment-là, vous m'auriez dit... c'est la vérité, c'est ce que j'aurais dit à ce moment-là. Mais en tout cas, tous les médias sont foutus de sa gueule. Vous m'auriez dit c'est ignoble. Comment vous pouvez, monsieur de Villiers, expliquer qu'un jeune musulman qui contrôle vos valises à Roissy est un islamiste en puissance, comment, etc. Et là, tout à coup, après le 13 novembre, il y a eu des perquisitions à Roissy. Et on a découvert les tapis de prière, les fiches S. Là, j'ai vu hier qu'il y a une cinquantaine de comment dirais-je, de fiches S qui sont relevées de leur fonction. Vous déviez le débat. C'est-à-dire que les gens qui nous fouillent, qui nous contrôlent, parmi ces gens-là, il y a des gens qui sont considérés comme dangereux. Quant à l'armée française, les yeux dans les yeux. Oui, bah oui. Quand vous voulez, oui. Les yeux dans les yeux, oui. Eh ben, c'est un problème, oui. Bah oui. C'est un vrai problème. Oui. Ça peut être un problème grave, même. D'accord. Voilà. Quel pourcentage par rapport à ceux qui meurent et les yeux dans les yeux, je vous dis, ce qui est ignoble, c'est de dire que ce que je dis est ignoble. Parce que vous renversez les choses. On va pas jouer à celui qui dit qui est. Mais non. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a 6 millions de musulmans. C'est ce que vous écrivez. Vous ne me dites pas, mais vous l'écrivez. Mais je dis qu'on a eu tort et qu'on a tort d'alimenter ce vivier parce qu'aujourd'hui, les jeunes islamistes, c'est même pas dans les mosquées qu'ils apprennent à tuer, c'est dans le va-et-vient avec la Syrie, avec la Turquie, avec les pays islamiques. Il y a 5000 Kalachnikov. Attendez, 2 chiffres. Il y a 5000 Kalachnikov qui sont sur des molletons dans les caves, prêtes à l'usage. Que les choses soient claires. Est-ce qu'on va les chercher? Et il y a 3000 djihadistes qui sont des kamikazes virtuels. Et selon monsieur, comment il s'appelle, Gilles Kepel, lui il dit qu'il y a 7000 djihadistes en puissance qui sont sur le territoire français. Alors quand même, on peut poser la question. Que les choses soient claires. Si quelqu'un qui travaille dans un lieu délicat, des aéroports, a une fiche S, nous sommes tous d'accord que c'est un problème. Mais c'est pas ça que vous dites. Vous parlez des musulmans dans l'ensemble. Quand vous écrivez « La France sera-t-elle un jour une république islamiste ?» La question n'est pas de savoir pourquoi, mais quand. C'est complètement différent de ce que vous me racontez là. Votre livre est celui d'un extrémiste et là vous biaisez. Mais non. Franchement. Pourquoi elle devient une république islamiste? Parce que vous pensez que tous les musulmans... Parce qu'il y a une majorité de musulmans qui sera... ont vocation à participer. Regarde dans tous les pays musulmans. Donc vous essentialisez... Mais regarde dans tous les pays musulmans. Mais quand on deviendra... Pourquoi je dis ça? Le Kosovo n'était pas musulman il y a 100 ans. La réponse de Philippe de Villiers. Oui, alors après j'explique. Il y a la loi de la démographie. 3 raisons, je veux en oublier aucune. La première raison, c'est que, en fait, elle est démographique. Le rapport de fécondité sur notre territoire et l'invasion migratoire aménagée par Merkel et tous les autres sont telles qu'il y a un problème démographique à terme. Un problème dangereux, que tous les démographes voient bien d'ailleurs. La deuxième raison, c'est que il y a chez nous l'esprit de dimitude. L'esprit de dimitude, c'est déjà des gens soumis. Vous voyez, des gens soumis. Nos politiciens sont soumis à l'américanisation du monde, ils sont soumis à l'islamisation de l'Europe. Oui, bien sûr. La réponse aux attentats, vous trouvez que c'est une réponse de Dimi? Vous trouvez que c'est une séance? Par exemple, il n'y a pas une voix dans la classe politique classique qui a dénoncé l'accord de Merkel avec Erdogan. Et hier, on a appris, personne n'a rien dit, que ça y est, on ouvre à nouveau les négociations avec la Turquie. Est-ce que la réponse aux attentats du 13 novembre est une réponse de Dimi? C'est l'islamophilie. Et puis enfin, eh bien, il y a chez nous... réalité que vous faites. On est en guerre.
On est en guerre. C'est une réponse de Dimi, la guerre. Quand j'ai écrit ce livre, j'ai dit on est en guerre. Oui. Bon, à l'époque, je me souviens très bien que parmi mes amis, qui disaient tu vas un peu fort. Bon, changer d'amis. Maintenant, c'est Valls qui dit ça, c'est Hollande qui dit on est en guerre. Alors c'est une guerre d'extermination des chrétiens d'Orient là-bas. Et c'est une guerre d'intimidation chez nous. Une guerre d'intimidation chez nous. Et qu'est-ce qu'ils font les islamistes? Ils jouent sur du velours à cause de la médiacaste qui est en train de désarmer moralement le pays. Écoutez, c'est devant un problème grave, c'est pas ce qu'on qui est voit. l'islamisation de l'Europe. La réponse a été la guerre, c'est pas une réponse de Et moi, Dimi. je ne veux pas que la France devienne une république islamique. Bah non, moi non plus. Moi non plus. Tu mélanges tout, de toute façon, Nolo. Tu mélanges la guerre, l'affrontement, les Kalachnikovs, les Bataclan et compagnie, et l'islamisation de pans entiers du territoire national. Le plus grave n'est pas tant le Bataclan et les morts que l'islamisation massive de nombreux quartiers en Seine-Saint-Denis, etc. C'est ce sujet-là qui est le plus fondamental. Mais moi, si j'ai le temps, je voudrais aborder un autre sujet qui n'a rien à voir. On a encore quelques minutes. Très peu de temps. Très peu de temps. Parce que ce livre, et ça m'a d'abord rajeuni, parce que j'ai suivi toute votre histoire, de tout ce que vous racontez. J'étais aux premières loges et donc ça m'a beaucoup amusé, et, évidemment. Et justement, la question que je me suis posée, c'est quand même le livre magnifique d'un grand perdant. C'est-à-dire que, et je me mets dans le cas des perdants, donc c'est pas du tout pour vous incriminer, vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est quand même le récit d'une grande défaite, qui est la défaite des idées défendues par le non à Maastricht, la défaite de Séguin, la défaite de Chevènement, la défaite de Le Pen, de Pasqua, de Villiers, et donc la défaite de tout ça, de tous ceux qui se prétendent patriotes. Et moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi vous avez perdu, pourquoi on a perdu. Quelle est aujourd'hui, avec le recul justement, qu'est-ce que vous diriez? La pusillanimité des hommes, les circonstances, voilà. Pour moi, c'est très clair. Vous avez 1 minute pour répondre. Excusez-moi. En fait, il y avait pendant longtemps une bipolarité à l'ancienne, nationale. La droite, la gauche, chacun retrouve sa chacunière, comme on dit au Québec. On danse ensemble, on s'engueule. Au démaquillage, on se parle, mais n'empêche qu'on s'affronte. Et la droite et la gauche alternent. L'alternance. Et là, on est passé petit à petit, à partir de Maastricht, à un autre clivage, souverainisme, mondialisme. D'accord. Et pourquoi à la fin, c'est toujours les mondialistes qui gagnent? C'était pas trop visible au début. D'accord, on n'a pas beaucoup de temps. Pourquoi à la fin, c'est toujours les mondialistes qui gagnent? Parce que c'est la droite, la gauche qui gagnent, jusqu'au moment où il y a un truc nouveau qui se passe et qui vient de se passer, qui est énorme, qui est un tournant énorme. C'est la constitution du Parti social républicain, dimanche dernier. Mais n'empêche qu'il gagne encore. Et qui gagne encore. Mais la mer monte. On voit bien qu'aujourd'hui, si vous voulez, pourquoi ce livre reprend un certain nombre de livres que j'ai écrits. C'était ce que je disais était inaudible. Et aujourd'hui, ça devient assourdissant, sauf pour M. Nolot. Et donc, en fait, la mer monte parce que ce sont toujours les idées qui mènent le monde. Mais M. Villiers, vous n'avez pas répondu à ma question. Comme disait Keynes, à long terme, on sera tous morts. Donc le temps qu'elle monte, on sera tous morts. Parce que pendant longtemps, la droite, la gauche se sont combattues pour ne pas voir le vrai clivage. C'est ou bien la France peut y arriver toute seule, ou bien on doit la fondre dans le monde, dans un magma en fusion. On terminera là-dessus. L'Europe post-nationale. On terminera là-dessus, voilà merci beaucoup. Et on va gagner. Merci beaucoup Philippe de Villiers de nous avoir rendu visite. Je rappelle la sortie de votre livre aux éditions Albin Michel. C'est déjà la fin de Zemmour et Nolot. On se retrouve après les vacances de Noël. Alors surtout d'ici là, restez zen.